Le phénomène de la vie, lorsqu'on l'examine en profondeur, est un sujet dont la signification est aussi profonde que les termes philosophiques d'espace et de temps. Scientifiquement, nous ne pouvons comprendre qu'une infime partie des vastes recherches et expériences qui ont été définies. Dans notre soif de connaissance, nous posons des questions, mais nous ne recevons que des réponses fragmentaires qui sont elles-mêmes sujettes à interprétation. Depuis le Moyen-Âge, les grands esprits de la médecine ont tenté d'expliquer les procédures de la santé et des maladies. Ces observations empiriques ont conduit à la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate, qui suppose que de nombreuses maladies sont dues à une composition erronée des fluides corporels. Dans certaines limites, cette théorie reste valable même à la lumière des recherches modernes d'aujourd'hui. Ce sont notamment les fluides corporels qui représentent les processus biochimiques dans le corps. Il s'agit donc d'une valeur profonde lors de l'établissement d'un diagnostic. Dans ce film scientifique, nous allons vous montrer les derniers développements dans le domaine de la recherche fondamentale médicale et biologique, tels qu'ils sont documentés par un nouveau type de microscope optique à champ gris, élaboré et révolutionnaire, appelé l'Ergonon 500. Il est important de comprendre les capacités de ce microscope afin de mieux comprendre ce film. Ce microscope optique à champ gris utilise une construction optique unique pour permettre des grossissements de plus de 25 000 fois en lumière naturelle, en couleur et avec une résolution de plus de 100 nanomètres. Ceci peut être démontré sur l'Amphipleura pellucida, dont les lamelles ont une largeur de 250 nanomètres. La distance entre les trous d'une même lamelle est de 180 nanomètres et le diamètre total est de 140 nanomètres. De telles résolutions ne sont tout simplement pas possibles avec les microscopes optiques classiques. Cette procédure nous permet de nous concentrer sur n'importe quel niveau à travers toute l'épaisseur du tissu conjonctif examiné, sans que les niveaux supérieurs ou inférieurs du tissu ne brouillent la mise au point. C'est à peu près comparable à la tomographie à rayon X. Dans cet exemple de coupe épaisse du cerveau, vous pouvez créer des lames précises des différents niveaux du spécimen en utilisant cette technique spéciale. Cette technologie vous permet de créer des modèles informatiques 3D de tissus vivants. Dans cet exemple de section de schéma profond, les photographies individuelles de chaque couche ont été utilisées pour créer une animation informatique 3D vous permettant de voir les détails fins sous n'importe quel angle. En utilisant la même méthode, la circulation sanguine dans la queue d'un tétard vivant peut être rendue visible, ainsi que le péristaltisme dans les intestins de cet acarien rouge, c'est-à-dire le mouvement des intestins. Une autre caractéristique de la technologie Ergonon est la profondeur de champ variable qui rend possible les observations tridimensionnelles, comme on peut le voir clairement dans ces images de la structure osseuse. Le rendu stéréoscopique en couleurs réelles de préparation vivante, sans qu'il soit nécessaire de les colorer ou de les soumettre à un environnement nocif, nous permet d'obtenir une qualité d'image nettement supérieure, comme le montrent ces images de l'algue Spirulina platensis. Tous les fluides présents dans le monde vivant des plantes, des animaux et des humains contiennent un microbe que divers scientifiques ont appelé endobionte, somatide ou oncoexma. On le trouve dans tous les fluides corporels, y compris le sang, l'urine, la salive et le liquide séminal. Au départ, ce microbe se présente sous la forme d'un virus, mais en fonction de son environnement, il peut muter pour atteindre la taille d'une bactérie et, dans certaines circonstances, il peut même se manifester sous forme de champignon. La finalité de l'endobionte dans un environnement intact
est une stimulation marginale mais permanente du système immunitaire, à mettre entre guillemets. L'environnement ou le terrain dans notre corps peut être dans un état physiologique normal ou pathologique déséquilibré. Avec le terme environnement, nous faisons référence à l'équilibre interne, au métabolisme, à la valeur du pH, aux hormones, aux graisses, au glucose, aux protéines, à l'état du système immunitaire, au degré de déchets dans le métabolisme, aux minéraux, aux vitamines et aux oligo-éléments. La constellation de tous ces éléments est vitale pour notre santé ou notre maladie. L'endobionte s'adapte à l'environnement changeant, ce qui peut être vu au microscope comme un changement de sa forme. Pour en apporter la preuve, un échantillon de sang a été lavé plusieurs fois pour éliminer l'infestation de sérum, puis placé dans une solution saline et enrichie en glucose. Après une dizaine de minutes, l'endobionte s'est échappé de l'hématie vers l'environnement synthétique, où il se développe d'abord en forme de Y, puis continue à muter en forme de barre. Les formes en Y seraient des bacilles tuberculeux, Dixit Alain Scoy. Puis il se divise en minuscules corps, qui émettent finalement des éléments en forme de boule dans l'environnement. Lorsqu'il est soumis à un changement encore plus extrême de son environnement, l'endobionte va même évoluer vers un état fongique, comme le montrent les images suivantes. Mycélium fort dans le sérum, fil mycélien flexible avec des spores provenant d'un globule rouge, spores de conidium, forme de levure bourgeonnante, blastospore. La conclusion est que les étapes du développement de l'endobionte fournissent des informations sur l'état de l'environnement du patient qui peuvent être utilisées pour une analyse diagnostique. L'environnement, bien sûr, laisse aussi sa marque sur la structure cellulaire de l'organisme, et l'endobionte peut être aussi observé dans les cellules dans des conditions pathologiques. Voici la membrane d'une cellule épithéliale saine spermatique. La structure de surface est régulièrement entrelacée et semble vitale et harmonieuse. Cette apparence normale se perd en fonction de la quantité de matériel endobionte qui apparaît dans les cellules. Les cellules squameuses de carcinome humain présentent des protubérances à la surface qui apparaissent ici en blanc. Cet agrandissement montre clairement la perte de structure. Sur cette cellule tumorale, on peut voir 2 vésicules de division sur le bord inférieur gauche. Après environ 10 minutes, on peut observer 4 particules de structure mutée. De plus, ces particules sont libérées comme une vésicule et naviguent librement dans le substrat, comparable à une propagation virale. Le processus de canalisation des particules virales à partir des cellules tumorales fonctionne généralement en créant des vésicules qui s'extrudent puis se séparent de la cellule principale. Ces vésicules contiennent souvent des viroïdes activement mobiles qui se déplacent librement dans leur plasma, ou qui ont quitté le cytoplasme pour occuper la membrane cellulaire externe et se déplacer ensuite avec l'ensemble du complexe par leur propre activité, comme on le voit ici dans le sérum. Par ailleurs, des viroïdes isolés peuvent sortir d'une cellule, comme on peut le voir ici sur une hématie, puis se déplacer dans le sérum ou le substrat. Le comportement de l'endobionte fonctionne exactement de la même manière dans d'autres êtres vivants, comme ici dans le jus de cassis,
le jus de groseille. Une préparation étendue de cellules cancéreuses squameuses de la mâchoire inférieure présente des cultures viroïdes en ce qui concerne la destruction des cellules. Le contour de la cellule montre que des substances physiques se construisent sur les bords, ce qui prouve que le comportement perturbé de la membrane est dû à des processus pathologiques dans le noyau, comme on peut le reconnaître à la coloration irrégulière. En comparaison, la section de la mâchoire opposée, qui était dans un état apparemment sain, a été examinée et cultivée. Cependant, le complexe cellulaire montre qu'après 2 jours, on peut voir en bas à droite de l'image une croissance parasitaire intracellulaire endobiotique qui provoque une lente destruction des cellules. Ces observations confirment l'opinion longtemps admise selon laquelle le cancer n'est pas un problème local, mais un problème causal qui affecte l'ensemble de l'organisme. La preuve que ces particules doivent être de nature viroïde se trouve dans cette culture de fibroblastes infectés, dans laquelle ces particules apparaissent comme des petits corps étrangers dans leurs espaces intra- et extracellulaires. Les mêmes cultures ont également été exposées à un courant galvanique afin d'étudier la réaction des virus. Comme on peut le constater, les particules virales se détachent immédiatement de l'objet. Le but des globules blancs est, entre autres, de nettoyer le sérum et les membranes cellulaires. Comme on peut l'observer ici, les leucocytes scannent les membranes des hématies en se déplaçant à la manière d'une amibe, et brièvement, ils sont même collés ensemble. Le comportement migratoire des cellules immunocompétentes par chimiotaxie a conduit à l'enfermement de cette cellule tumorale par un mur de plusieurs couches de lymphocytes. C'est cette structure de parois multicouches qui prouve que les cellules de défense peuvent communiquer entre elles à un niveau chimique qui doit être basé sur des molécules de signalisation de la membrane cellulaire qui donnent le stimulus approprié pour un effet de migration soigneusement ciblé. Ces images montrent l'imbrication d'un lymphocyte T avec une cellule tumorale. La surface s'agrandit de manière cryptique, alors que la membrane des lymphocytes reste lisse. Après que le lymphocyte se soit séparé, la cellule tumorale détruite présente un défaut majeur de membrane et la piste périphérique pointe vers le noyau qui a été dissous. Le cytoplasme change en un état cristallin et la mort cellulaire est inévitable. De telles signatures cristallines apparaissent également dans les gouttes de sérum séchées si le patient est à l'état précancéreux. Ce phénomène peut donc être utilisé pour diagnostiquer un cancer en développement. Il s'agit du procédé bien connu de la phagocytose, selon lequel un viroïde est d'abord transporté par endocytose dans la région marginale, puis dans la région centrale, plus efficace sur le plan enzymatique, où il est neutralisé. Cette cellule est pleine à craquer d'endobionte et ne peut plus remplir suffisamment sa tâche de décomposition. La cellule éclate et libère son contenu dans le sérum, permettant à l'environnement d'être recontaminé par l'endobionte qui se déplace alors librement. Avec le microscope universel Ergonon, on peut observer la division cellulaire d'un promonocyte à tous les stades de la mitose en cours. Les chromosomes de la prophase émergent du matériel nucléaire.
Les chromosomes de la métaphase forment la plaque équatoriale. Les chromosomes phi de l'anaphase s'écartent vers un fuseau. Les chromosomes de la télophase se réorganisent pour former un noyau interétage. Et enfin, la formation de deux cellules phi d'une constitution membranaire complète. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le transfert et la croissance des vésicules situées sur la membrane de la cellule originale existant avant la mitose vers les cellules filles. Cela signifie que les défauts des cellules, les infections viroïdes et autres défauts sont transmis, ouvrant la voie à des processus de croissance effrénés. Afin de déterminer dans quelles conditions de tels processus ont lieu, une expérience a été réalisée dans une chambre Olbrich où un échantillon de sang a été soumis à un courant galvanique. La cellule que l'on voit en haut à gauche de l'image est rompue, tandis que la cellule en haut à droite se contracte brièvement. La conclusion à tirer de cette expérience est que, par la perturbation ou l'effondrement du potentiel de la membrane, les cellules perdent leur capacité à remplir des tâches physiologiques spécifiques. Par conséquent, la présence de l'endobionte dans le sang, ainsi que sa quantité et son degré de déformation, est un indicateur du degré de perturbation de l'environnement du patient et permet de tirer des conclusions sur son état de santé, notamment en ce qui concerne les stades initiaux du cancer. Les cellules sont les éléments de base de la vie, des îlots d'ordre au sein d'un monde physique. Cet ordre est maintenu, entre autres, par la communication via les membranes cellulaires. Dans un projet de recherche extraordinaire, des membranes de vésicules primitives composées d'acides gras ont été exposées à un champ magnétique. Des structures d'interférence sont devenues visibles sur les membranes près des points de contact. Ces structures variaient en fonction du courant appliqué et fusionnaient entre elles lorsqu'elles étaient trop proches. Cette expérience prouve une fois de plus l'importance capitale des influences électromagnétiques sur les membranes. Cette formation en rouleau des hématies ne peut s'expliquer que par la modification de la charge électrique de la membrane provoquée par les processus électromagnétiques. Ce phénomène indique des troubles hépatiques et un danger de thrombose. Les cellules tumorales monocytaires montrent une formation remarquablement agile de tentacules, comme on peut le voir dans cette expérience de culture. Sous l'influence d'un champ électrostatique, les tentacules sont immédiatement rejetés. Cette réaction prouve également l'effet des champs électriques sur la physiologie cellulaire. Les symbioses endobiontiques ne sont pas inhabituelles dans la nature, comme le montre cette culture d'algues vertes Paramecium, qui est à classer dans la catégorie physiologique. La croissance rampante de cette culture de moisissure de parois corticales par une espèce fervente de champignons doit être classée comme pathologique. Dans les deux cas, il faut garder à l'esprit que tant les algues que les champignons de moisissure sont soumis à des changements cycliques spécifiques qui dépendent des conditions extrêmes variables de leur environnement. Les algues normales de la famille Euglena gracilis dans une solution nutritive ont une forme allongée. Après l'ajout d'un sérum provenant d'un patient cancéreux, la première réaction est une perte de mobilité du mouvement amoeboïde, aboutissant finalement à un changement irréversible de forme comme celle d'une structure sphérique avec une cytolyse prouvée histologiquement. Lorsque le sérum d'un patient sain est ajouté, ce processus ne se produit pas. Tentative d'explication de ce processus, un facteur toxique dans le sérum est responsable d'un changement pathologique de l'environnement, CF dyscrasie,
stress toxinique. Le but de cette documentation filmée était de prouver, à l'aide d'une technique de microscopie innovante, la corrélation entre l'équilibre des fluides et les processus pathologiques qui sont liés à l'existence et aux métamorphoses de l'endobionte viroïde. Les déviations des fluides corporels d'un environnement normal impliquent des mutations cytogénétiques dans le microbe viroïde, qui passe de l'état symbiotique à des formes parasitaires et indiquent ainsi le degré de l'état pathologique. Dans de nombreux cas, il est possible de stopper ou d'agir sur ces évolutions erronées en améliorant l'environnement, comme on peut le voir ici dans une expérience in vitro avec l'agent pathogène de la maladie du légionnaire. Cet agent s'appelle la Legionella. Celui-ci a été absorbé par un mycélium fongique inoffensif, puis décomposé. Le physiologiste français Claude Bernard a postulé de telles conclusions en énonçant « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Ce qui affirme la pathologie humorale hippocratique qui suppose que de nombreuses maladies sont dues à une composition erronée des fluides corporels.